Merci d'être là. Cette table ronde Faire école dehors pour éduquer en anthropocène et réunit plusieurs personnes que je vais présenter. Mais au début, je voudrais vraiment remercier à la fois la Ligue de l'enseignement de nous avoir permis d'organiser cette table ronde et également le Forum Météo-Climat qui a beaucoup participé à l'organisation de la problématique et l'identification des intervenants. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais merci beaucoup à Christian Vanier et Jean Jouzel qui ont été très déterminants dans la préparation de cette table ronde. De quoi parlons-nous aujourd'hui? On va essayer de pas beaucoup parler de la classe dehors, en fait, paradoxalement. On va essayer de restituer la classe dehors dans un mouvement plus général, comme un marqueur, comme un symptôme de l'inquiétude, du désir que nous avons, nous autres, éducateurs, de préparer le jeune au monde qui advient, celui de l'anthropocène. C'est un mot qu'on va peut-être un peu utiliser beaucoup, donc je vais commencer par le dire. C'est juste pour dire que nous entrons dans un monde où les bouleversements de notre système Terre, qu'il s'agisse de climat, qu'il s'agisse d'environnement, sont d'origine anthropique, c'est-à-dire dus à notre activité. Et que pour comprendre ça, on a besoin des sciences de la vie, de la Terre et de l'atmosphère, donc de la climato, des sciences du vivant, ça, mais également des sciences humaines et sociales. Nous avons besoin du droit, de la philosophie, de la sociologie. Et nous avons également besoin de pratiques culturelles, de pratiques sociales, de militantisme, de poésie, de rêve et d'imaginaire. C'est là le mot anthropocène. Pour parler de tout cela, aujourd'hui, j'ai réuni, alors je vais essayer d'être brève, en partant par ordre, Nathanaël Wallenhorst, professeur des universités à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers et auteur de plusieurs ouvrages, dont un qui m'a marqué, c'est comme ça que j'ai connu Nathanaël, c'est Éduquer en anthropocène, qu'il a coordonné. Corinne Martel, inspectrice de l'éducation nationale à Montpellier et référente EDD. Monique Dupuis, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la jeunesse, référente EDD au niveau national, des questions relatives à l'éducation au développement durable, EDD. Et Jean-Baptiste Salé, océanographe et climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace et auteur principal du GIEC. Et pour finir, en qualité de grand témoin de cette table ronde, Étienne Butzbach, président adjoint de la Ligue, spécialiste des questions d'éducation et de numérique. Et voilà, donc pourquoi cette table ronde alors, je ne me suis même pas présentée, Ange Ansour, directrice et fondatrice de S'Aventurer École de la Recherche et de l'Association française pour l'éducation par la recherche. Notre rôle, depuis la création de S'Aventurer il y a 10 ans maintenant, c'est d'ouvrir le monde de l'éducation au monde de la recherche et vice-versa. C'est-à-dire que nous souhaitons initier les jeunes à la manière avec laquelle on produit, on valide et on fait circuler des savoirs. Et depuis quelques années, mais de plus en plus, nous avons comme objectif réel, c'est d'apprendre aux jeunes à délibérer sur des fondements scientifiques et à arbitrer avec humanisme. Ces jeunes qui nous sont confiés, c'est pour ça que nous sommes réunis tous aujourd'hui ici éducateurs, héritent d'un monde que nous avons fabriqué et c'est de notre responsabilité de ne pas attendre qu'eux soient grands, les leaders de demain et je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui de leur donner les connaissances scientifiques, l'esprit critique, la capacité à discriminer, à la capacité à utiliser des connaissances, à cette appétence pour les connaissances, fonder leur engagement, leur envie d'agir dans des connaissances. Et c'est vraiment fondamental pour nous. Et d'où la présence de S'Aventurer dans l'animation de cette table ronde, amener à être toujours cette interface entre les éducateurs au sens large, qu'on soit institutionnel, qu'on soit à l'école, autour de l'école, et les mondes scientifiques, parce que les sciences et la recherche, ce n'est pas uniquement des sciences exactes, c'est également des sciences humaines et sociales. Pour commencer, pour qu'on nous fondions dans les savoirs et dans l'esprit critique, je vais commencer par donner la parole à Jean-Baptiste Salé. Et je te pose cette question, Jean-Baptiste. On parle beaucoup des rapports du GIEC, nous sommes tous inquiets. Si les enseignants bougent, disent je vais faire la classe dehors, on va faire prof en transition, on va faire les projets S'Aventurier, c'est parce que nous avons à un moment lu les articles sur les rapports du GIEC et on s'est dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire le mot trajectoire? Que veut dire le mot rapport? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui nous attend à part oui, il y a des modèles, mais comment fonctionne un modèle? Quels sont les résultats? Voilà, je te laisse la parole. Merci. Merci Ange pour cette introduction. Donc, je vais tenter de répondre au moins partiellement à cette question. Et je te remercie pour cette invitation dans ce cadre magnifique.
Alors, il s'avère que je n'avais pas du tout prévu que ça soit en extérieur, donc j'avais prévu mes diapos, je suis très conventionnel, sciences dures, vous savez. J'avais prévu mes diapos, etc. Donc je vais les utiliser, je vais regarder mon ordi. Désolé, je peux pas, je suis pas en train de travailler en parallèle, c'est juste que je vais essayer de suivre une trame. Donc je vais tenter de relever le défi que me propose Ange de parler des rapports du GIEC en tant que tel, de ce que de qu'est-ce que le GIEC, de qu'est-ce que dit ces rapports, en essayant d'être le plus bref possible, et puis de finir par de mentionner comment l'éducation est traitée dans ces rapports du GIEC et est considérée dans la transition climatique. Alors qu'est-ce que le GIEC ? Pour répondre à cette question, j'aime bien présenter le contexte de nos connaissances sur les sciences du climat. Et si j'avais un projecteur, je vous montrerais une courbe exponentielle de la production de connaissances scientifiques dans les sciences du climat, avec aujourd'hui plus de 40 000 articles scientifiques par an qui sortent avec le mot-clé changement climatique. Donc c'est une connaissance scientifique qui est complètement indigeste pour tout décideur, pour tout citoyen lambda, mais même pour tout chercheur dans son silo. Et donc c'est dans ce contexte que travaille le GIEC, qui a pour mandat d'évaluer la connaissance scientifique. Le GIEC ne fait pas de recherche, il évalue la connaissance scientifique, en fait une synthèse, une analyse critique qui est disponible donc dans la littérature scientifique. Le but ultime, c'est de fournir une aide objective à la décision qui soit neutre et non prescriptive. C'est quelque chose d'important dans le mandat du GIEC, de ne pas dire il faut faire ci ou il faut faire ça, mais de dire pour atteindre tel ou tel objectif, voilà les leviers d'action qui sont efficaces. Donc ce processus de production, de synthétisation, de la synthèse de la science du GIEC, il a lieu par plusieurs étapes qu'on appelle souvent un processus de distillation. Donc on part des éléments probants, la littérature scientifique. Pour la dernière évaluation du GIEC, les 3 derniers rapports des 3 groupes de travail et la synthèse qui a été faite, qui a été publiée il y a 1 mois ou 2 mois, c'est un total de 66 000 publications scientifiques qui ont été analysées par un peu plus de 700 auteurs ou autrices de 90 pays différents, et dans un cadre de processus extrêmement transparent, avec beaucoup de relectures par des experts du monde entier, encore une fois de manière complètement transparente. On produit des drafts, des brouillons, on les soumet à relecture de l'ensemble de la communauté scientifique, n'importe quel expert qui veut commenter, et puis on va répondre à ces commentaires un par un. Au total, c'est à peu près 200 000 commentaires auxquels on a répondu. Tous les commentaires sont répondus un à un, pris en compte un par un, et avec les publications des rapports, sont publiés également les commentaires et la réponse aux commentaires. Et ce processus de construction, en fait, il est co-construit entre les scientifiques et la partie gouvernementale, les politiques. Et c'est quelque chose qui est important, qu'on peut critiquer, mais qui est, à mon sens, extrêmement important, ce processus de co-construction, qui finit par l'approbation de ce qu'on appelle le résumé pour décideurs. L'ensemble du rapport du GIEC, ça fait près de 10 000 pages. On en extrait des résumés pour décideurs qui font quelques dizaines de pages. Et ces résumés pour décideurs, en fait, font l'objet d'approbation ligne par ligne, mot par mot, par l'ensemble des gouvernements de l'ONU. Alors c'est un processus qui est très fastidieux, des fois très frustrant, mais qui, à mon sens, rend vraiment une force aux conclusions du GIEC, parce que, en fait, on s'assure que ce socle commun de connaissances est approuvé par l'ensemble des gouvernements de l'ONU. C'est assez fort. Et puis aussi, quand on a ça en tête et qu'on lit certaines phrases des résumés pour décideurs, on se dit, ah ouais, quand même. Parce qu'il y a quand même certaines phrases qui sont assez fortes. Et on se dit, ah oui, quand même, si jamais des États qui ont quand même des intérêts à que ça ne soit pas dit de cette façon-là approuvent, c'est que la science est extrêmement puissante, extrêmement forte, extrêmement claire. Donc ce processus de co-construction, comme je le disais, il démarre par la science, on propose une table des matières, après les politiques la valident. Enfin, quand je dis les politiques, c'est les délégations gouvernementales de l'ONU.
Puis après, les gouvernements proposent des auteurs qui sont validés, sélectionnés par le GIEC en fonction de l'expertise évidemment, mais aussi la diversité régionale et de genre et de minorité. Et puis après, ces auteurs produisent différents drafts, brouillons, il y en a 3 au total, qui sont à chaque fois soumis à relecture. Et puis ça finit par cette approbation dont je parlais. Alors qu'est-ce que dit la dernière évaluation du GIEC? Bon, je vais essayer d'être pas trop long, c'est 10 000 pages que je vais essayer de synthétiser très rapidement. Si vous devez retenir que 3 mots, si vous avez la flemme de m'écouter, je vais essayer de synthétiser en 3 mots. Le premier, c'est rupture. On vit une rupture par rapport à la variabilité climatique passée. On entre dans ce qu'on appelle l'inédit pour l'espèce humaine. Le deuxième mot, c'est gravité. Aujourd'hui, le déni de gravité du changement climatique, de ses risques menaçants et croissants pour les sociétés humaines, les écosystèmes, est plus une option. Et le troisième mot, c'est l'urgence. Le déni, le constat de ces rapports du GIEC, le déni d'urgence à agir maintenant, à toutes les échelles, dans tous les secteurs, n'est plus une option. Alors, encore une fois, ça, c'est les conclusions, hein, c'est pas mon avis personnel, c'est les conclusions de la synthèse robuste et transparente de la littérature scientifique. Alors pour essayer d'étayer un tout petit peu ces aspects, le changement climatique, je disais, rupture, il est sans précédent. Il est sans précédent dans tout plein d'aspects du système climatique. Hein. Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui sont sans précédent. En fait, l'espèce humaine n'a jamais vécu des concentrations de CO2 aussi importantes. Hein, sans précédent sur plus de 2 millions d'années. La hausse du niveau des mers, sans précédent depuis au moins 3000 ans. La banquise arctique, niveau plus bas depuis au moins 1000 ans. La retraite des glaciers sans précédent depuis au moins 2000 ans. À chaque fois, vous notez que j'ai dit au moins. En fait, c'est que c'est potentiellement plus, mais c'est la qualité de nos observations qui nous permettent de remonter entre guillemets, à ces distances. Donc on voit un changement climatique qui est complètement en rupture, sans précédent, et un résultat extrêmement important du dernier rapport du GIEC, c'est le fait que l'influence humaine sur le climat est sans équivoque, et généralisée dans l'ensemble du système climatique. J'ai pris quelques indices ici. Je viens de vous citer quelques indices, mais il y en a d'autres. Il y a les précipitations, la température de l'air, évidemment, je ne l'ai pas mentionné. Le niveau de la mer, je l'ai mentionné. La température des océans. Et donc, on a vraiment un changement climatique d'origine humaine qui traverse l'ensemble du système climatique. En plus de ces changements tendanciels, on a un accroissement des événements météorologiques extrêmes. Alors, les principaux, c'est les vagues de chaleur, les pluies diluviennes, la sécheresse, les conditions propices aux incendies et les vagues de chaleur marine. On a une augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces extrêmes. Et ce qui est assez frappant, c'est que toutes les régions du monde sont concernées par cette augmentation. Alors, si on prend l'exemple de la France, il ne vous a pas échappé que tous les exemples que j'ai donnés, là, les 5 extrêmes que je viens de donner, en 2022, la France a été frappée de plein fouet. Très certainement en 2023 aussi, on ne sait pas, peut-être pas, hein, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas la probabilité augmente d'année en année. Ces aléas climatiques ont des impacts néfastes sur un ensemble de systèmes, hein, sur l'eau, la production alimentaire, sur la santé et le bien-être, hein, avec l'augmentation des maladies, la malnutrition, les chaleurs, les maladies mentales, sur les villes et les infrastructures, et sur la biodiversité et les écosystèmes. Alors je ne veux pas détailler l'ensemble des risques associés dans chacun de ces systèmes, mais il y a des risques qui sont évalués avec des confiances extrêmement hautes par le GIEC dans l'ensemble de ces aspects. Et on sait que les risques continueront à augmenter avec le réchauffement. Alors là, aujourd'hui, on est à 1,1 degré de réchauffement global. On va passer 1,5 degré au début de la décennie 2030. En gros, à peu près. Si on ne change rien, on va être à peu près à 3 degrés en 2100. Si je pouvais vous montrer quelques cartes, vous verriez que la différence entre un réchauffement à 2 degrés ou 3 degrés, elle est extrêmement importante. En termes, ici, ce que j'ai illustré sur la slide que vous ne voyez pas, c'est en termes de risque pour la vie humaine, en fait. Donc là, c'est une carte en fait, qui évalue les nombres de jours par an qui va devenir impropre, enfin en tout cas qui va causer des risques à la vie humaine, de mortalité,
Et on voit qu'une grande partie du monde est concernée, avec des risques pour certaines parties, toute l'année, ou en fonction du niveau de réchauffement évidemment. Et voilà. Il n'y a pas que les humains, les écosystèmes aussi, des risques énormes de perte de biodiversité, hein, 1,5 degré, si vous aviez la carte, vous verriez que déjà on est à 25%, 50% de perte de biodiversité, enfin de risque de perte de biodiversité pour être exact, dans certaines régions du monde. Quand on passe à 3 degrés, on est dans certaines régions du monde à 75%, 100% de risque de perte de biodiversité. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont tout à fait concernante pour faire un anglicisme. Un constat également des rapports du GIEC, c'est que les risques, en fait, c'est pas seulement un aléa climatique, un risque. C'est aussi des risques qu'on appelle en cascade. Et c'est des risques, en fait, qui deviennent de plus en plus compliqués à appréhender, à gérer, au fur et à mesure qu'on augmente le réchauffement. Alors là, je prenais un exemple sur cette diapo où par exemple une vague de chaleur peut avoir des impacts sur les récoltes agricoles, qui peut aussi réduire la production par le fait de l'impact sur la santé, qui peut donc avoir des impacts directs sur les prix et sur les revenus, et donc avoir des impacts locaux par rapport aux revenus locaux des agriculteurs touchés, mais aussi des impacts globaux avec notre économie globalisée. Et donc on voit ici des risques qui sont tout à fait qui sont complexes à appréhender et qui augmentent en fait, cette complexité au fur et à mesure qu'on atteint des niveaux de réchauffement importants. Et donc dans ce contexte-là de risques qui s'accroissent, il est urgent, c'est une des premières injonctions en fait, il est urgent de s'adapter. Il est urgent de s'adapter pour réduire au mieux, vivre au mieux ces risques. Le problème, c'est que l'adaptation a des limites. On ne peut pas s'adapter à tous les niveaux de réchauffement. Ou en tout cas, les solutions d'adaptation, un grand nombre, deviennent inefficaces à des niveaux de réchauffement trop hauts. Et donc, la deuxième injonction, c'est en plus de mettre en place une adaptation de manière urgente, une adaptation efficace dans tous les secteurs de manière urgente, il faut réduire au plus le réchauffement. Et pour réduire au plus le réchauffement, là, le GIEC donne une réponse extrêmement claire. C'est une contrainte géophysique, il faut réduire nos émissions. Et on stabilisera le réchauffement, on ne reviendra pas en arrière, on reviendra jamais a priori on ne reviendra jamais en arrière avec la technologie existante aujourd'hui. Donc il faut s'adapter au niveau de réchauffement et il faut stabiliser le réchauffement en arrêtant d'émettre du CO2. Chaque tonne d'émissions de CO2 supplémentaire qui est émise accroîtra le réchauffement. Alors aujourd'hui, avec les politiques en place à l'heure actuelle, je le disais tout à l'heure, on va vers 3 degrés en 2100. Si on veut remplir nos engagements pris dans des accords internationaux comme l'accord de Paris, il nous faut limiter le réchauffement à 1,5 degrés ou 2 degrés. Et donc, on n'est pas sur la bonne route, hein, on n'est pas sur la bonne route au niveau global, on n'est pas sur la bonne route en France, le Haut Conseil pour le climat nous dit. Si on veut aller sur la bonne trajectoire, il nous faut réduire de près de 30% nos émissions de CO2 à l'horizon 2030 pour aller en dessous de 2 degrés, et de 40% si on veut remplir 1,5 degré. Alors comment faire? J'arrivais à comment faire, mais je me dis qu'il faut que je m'accélère. Arrête-moi dès que je parle trop. Comment faire? C'est la bonne nouvelle. En fait, le GIEC nous donne plein de solutions qui sont efficaces, des leviers d'action qui sont disponibles à l'heure actuelle, qui sont extrêmement efficaces et qui nous permettraient de réduire au moins de la moitié de nos émissions à l'horizon 2030. Alors dans chaque secteur, il existe des solutions. Alors, je ne vais pas vous faire la liste évidemment, mais tout ça c'est évalué dans le GIEC. Et en fait, le point sur lequel je voulais venir, c'est le fait que les évaluations du GIEC sont faites sous deux angles, sur l'angle des co-bénéfices, des leviers d'action pour l'adaptation et l'atténuation des gaz à effet de serre. Et on voit qu'un grand nombre de leviers d'action en fait, sont extrêmement efficaces sur ces deux aspects. C'est une bonne nouvelle, encore une fois. Encore faut-il mettre en place ces bouquets.
le GIEC met également en avant l'importance, le potentiel de la réduction de la demande, donc ce qu'on appelle la sobriété. Ici, bon, je ne vais pas revenir parce que je sens que Ange va bientôt me couper la parole, mais l'importance de la sobriété et donc la mise en place d'infrastructures. La sobriété ne sont pas les petits gestes, les réponses aux crises, mais la mise en place d'infrastructures qui permettent la réduction de la demande. Et donc j'en venais dans ma trame au développement résilient face au changement climatique, en fait, qui désigne la mise en place de mesures d'atténuation de gaz à effet de serre et d'adaptation qui puissent soutenir un développement durable pour tous. Et donc c'est le troisième volet d'évaluation que prend en compte le GIEC entièrement, hein, l'adaptation, l'atténuation et le développement durable. Et donc, je ne vais pas vous faire le listing ici, puisque ce serait vraiment très, très embêtant, mais tous les leviers d'action en fait, sont évalués à l'aune de leur co-bénéfice avec les objectifs de développement durable, et notamment l'objectif numéro 4, celui de l'éducation. Donc, tout ça pour dire que, et je vais m'arrêter là, promis Ange, que chaque décision compte pour mettre en place ces leviers d'action, et que pour développer une transition résiliente et climatique, et pour une condition extrêmement importante pour mettre en place cette transition efficace et résiliente, c'est qu'elle soit juste, inclusive et basée sur le partage des connaissances. Et on voit là le rôle clé de l'éducation. Le rôle clé de l'éducation, il se fait par le partage formation, partage de connaissances, les sciences ouvertes, mais aussi il est en appui aux transformations par les collectivités pour construire une information utile pour éclairer l'action publique, et finalement par la production de connaissances nouvelles. Et là, je ne parle pas forcément seulement de solutions technologiques, mais de manière de prendre des décisions, de manière de les suivre, de manière de construire des mécanismes de dialogue participatif. Et là, on voit l'importance potentielle de l'éducation. Voilà, donc je concluais en disant qu'on est face à des enjeux démocratiques, et ici l'éducation est fondamentale, et que le changement climatique n'est pas un problème géophysique, mais vraiment un problème de société dans lequel l'éducation a toute sa part, une part extrêmement importante. Merci Jean-Baptiste, et désolé de t'avoir brusqué, comme on a pris un peu de retard au démarrage. Désolé, voilà. Et surtout, merci d'avoir conclu cette partie sur ce que dans le résumé des décideurs justement du GIEC qui définit l'éducation comme étant une mesure de développement résilient. Et c'était vraiment la très bonne transition avec Nathanaël Wallenhorst, parce que il y a, pour nous autres éducateurs, face aux jeunes, avec les jeunes, nous sommes en première ligne avant tout le monde, et face à eux, nous leur sommes redevables d'une certaine espérance. Et c'est vraiment la chose la plus forte en laquelle nous autres éducateurs leur donner les savoirs, l'esprit critique et l'espérance. Et Nathanaël, tu travailles sur l'éducation en anthropocène depuis très longtemps maintenant, l'un des premiers auteurs en France à être emparé de cette question. Et on a en commun cette question d'espérance fondée sur des lectures communes, etc. Et j'aimerais que tu démarres par ça et que tu nous apportes ce que disent, comme on vient de dire, le réchauffement climatique, c'est pas que de la physique et de la chimie, des sciences vivantes, mais c'est également toutes les sciences humaines et sociales. Merci Nathanaël. Merci. Bon, et merci beaucoup pour ce que tu dis. Je pense que à certains égards, enfin en tout cas, je m'inscris vraiment directement dans la suite, dans le prolongement. Alors sur cette question d'espérance, on ne va pas se mentir, hein, c'est l'affaire la plus difficile, hein, parce que la situation est gravement chaud tendue, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, j'ai passé des années de ma vie dans cette littérature-là à lire des articles. Ça m'a déglingué, quoi. Voilà. Et puis alors que j'avais plutôt un naturel joyeux, optimiste, enthousiaste ou je sais pas trop quoi, les gens de mon entourage disaient mais c'est pas possible, t'es devenu complètement glauque et tout, t'es plus marrant, machin, ma femme me le disait, enfin bref, bon voilà, parce que de fait c'est plombant, c'est-à-dire que cette expérience de lecture puis d'immersion dans cette littérature scientifique, moi ce que ça m'a fait vivre au niveau expérientiel, c'est je me suis rendu compte, j'ai compris que les fondements du monde que je foulais de mes pieds était en fait pas du tout permanent, voilà, et que tout ce que je construisais, bâtissais avec
ma vie, mes enfants, et puis tout ce à quoi je pouvais être attaché dans les liens, j'ai presque envie de dire aussi même dans les actes d'amour du quotidien qui tissent nos vies, etc., de me dire, mais en fait, tout ça, c'est la résultante d'un contexte bioclimatique favorable, stable, prévisible. Si on est là, tranquille mimi, là, assis sur nos bottes de foin, c'est parce qu'on sait qu'on va manger un sandwich à midi et puis qu'à un moment donné, on peut prendre le temps d'échanger, etc. Et ce qui fait qu'on peut manger le sandwich à midi, ben, c'est qu'on a une maîtrise des écosystèmes, on est capable de dégager des excédents agricoles et puis on les deal. Et il y en a qui pondent des bottes de foin et puis d'autres qui causent. Et puis voilà, et puis ça nous permet d'être là et puis aussi d'échanger tout un tas de sympathie, de chaleur, de ces actes qui font de nous qu'on est humain, ou en tout cas que voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Voilà. Donc c'est pour dire, la réponse, elle est pas facile. Moi, ce que je me suis dit en fait en plongeant dans cette littérature-là, la première fonction, j'ai envie de dire, moi fondamentalement, je suis éducateur. Hein. J'ai commencé en allant en fac de sport pour être prof de sport, etc. Puis après, j'ai continué avec une thèse en sciences de l'éduc, puis après une thèse en sciences de l'environnement et Sciences Po. Mais dans le fond du fond, j'ai envie de dire, je suis prof de PS, enfin bref, bon voilà, la dimension éducative pour moi elle est importante. Donc en plongeant dans cette littérature-là, la première fonction qui était activée, la fonction d'éducateur qui était activée, c'est la fonction critique. Bon, il faut qu'on arrête de se raconter des salades, et c'est assez impressionnant combien aussi nos instances politiques racontent des salades, en tout cas, voilà, et puis combien il y a on allume comme ça des mirages technosolutionnistes, etc., qui ne s'encastrent pas dans le réel biogéophysique. Donc cette fonction critique. Et puis après, bon, bah, ok, c'est une chose, mais il y a une autre fonction éducative, c'est la fonction de résistance. C'est-à-dire, si ici et maintenant on n'arrive pas à... Et fonction de résistance, on pourrait dire c'est la fonction de l'engagement, de l'action. Ouais, très bien, mais enfin, aujourd'hui, le rouleau compresseur de l'action, entre guillemets, c'est plutôt un rouleau compresseur de destruction. Donc en premier lieu, il y a déjà un stop à mettre avant et en parallèle évidemment initier tout un tas de choses pour réorienter l'espèce de, quand je dis rouleau compresseur, c'est l'espèce de grosse machine économique animée par un capitalisme rentier spéculatif fondamentalement, enfin voilà, qui organise la trajectoire des sociétés humaines. Donc une fonction de résistance, c'est-à-dire à un moment donné il s'agit de pouvoir amener un coin quelque part. Bon, mais là, j'ai envie de dire, on est gentil, critique et résistance. Vous voyez bien, ça court le risque de la violence. C'est-à-dire, si à un moment donné, on est simplement en train d'identifier ce qui est par différenciation de ce qui n'est pas, et de dire non, ouais, c'est la lutte, machin, très bien, c'est difficilement tenable comme éducateur. Il manque un truc. Voilà, parce que sinon, à un moment donné, la violence peut être un moyen légitime de l'action. Et si on considère que la fonction ultime de l'éducateur, c'est faire front face à la violence, c'est d'éradiquer la violence dans sa visée à un moment donné ultime, ah bah, il manque une fonction. Et cette fonction, pour moi, c'est cette fonction mais qui se matérialise à travers les bottes de foin, mais une fonction d'utopie, d'espoir, à un moment donné, d'espérance. Alors, attention, quand on dit espoir ou espérance, intellectuellement honnête, à la hauteur des enjeux, pour faire advenir des ruptures, et non pas des transitions. Ça, c'est gentil, les transitions. Enfin, il n'y aura pas de transition, hein. On l'a entendu. Le paradigme qui donne tout son sens au savoir scientifique, aujourd'hui, c'est la rupture. Et nous, on dirait, d'un point de vue socio-économique, on ne va pas s'encastrer dans le réel biogéophysique, on va proposer le concept de transition. Vous voyez bien, transition, il y a quelque chose de doux, voilà. Bon, ce qui est devant nous, c'est de la rupture. Donc, voilà. Donc, je reprends ma phrase, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse là dans une phrase qui était déjà longue. Une espérance intellectuellement honnête, à la hauteur des enjeux, pour faire advenir des ruptures, mais des ruptures qui soient réalistes déjà, et puis qui soient justes. Parce qu'à un moment donné, de fait, si l'injustice a quand même caractérisé le monde d'avant, on peut espérer que la justice caractérise le monde de demain. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est quand même, j'espère, à ça qu'on peut servir comme éducateur, quoi. Bon, voilà. Et alors là, fonder cette espérance intellectuellement honnête, honnêtement, je ne l'ai pas fondée. Hein. Personne ne le peut. Il y a quelque chose, c'est impossible. C'est quand on est face à l'ampleur de ce qui est en train d'être, de ce qui est déjà là, de ce qui est là,
et qui est en train d'advenir comme un déploiement, bah oui, on est impuissant. Et de fait, le constat, cette fonction critique d'analyse du réel tel qu'il est, bah, elle nous confronte, elle nous positionne dans une position qui est inconfortable en fait, qui nous est pas familière, en fait avec tout le développement voilà, techno-industriel dans le prolongement de la modernité, etc., où on a plutôt été habitué à être dans des logiques de puissance, hein, par nos artefacts techniques, d'organiser, d'impacter le monde, etc. Voilà. Et donc fondamentalement, on est impuissant en fait. Et je pense que c'est, à titre personnel, je pense que c'est l'enjeu. Enfin, c'est à cet endroit-là qu'à un moment donné, quelque chose de commun, de collectif peut advenir et qui se loge. Alors, on est impuissant. J'insiste là-dessus parce que je suis vraiment estomaqué, enfin, je ne vous le cache pas, de constater combien l'ampleur du constat est lourde, et du solide, du sérieux, et puis combien nos responsables, nos dirigeants demeurent dans un paradigme de puissance. À un moment donné, ça va le faire, etc. Ouais, c'est un peu chaud, mais quand même, voiture verte, des solutions bonnes pour l'environnement, etc. Enfin, vous voyez bien, hein, de la finance verte, le machin. On a tout un tas une gamme de solutions comme ça, où à un moment donné, le paradigme du coq, en fait, il demeure, quoi. Et pour l'instant, j'ai jamais entendu nos responsables pleurer, en fait, voilà, en disant à un moment donné combien ils avaient été bouleversés par la compréhension existentielle de ce qui est en train d'advenir, et puis combien ils n'avaient pas de solution. Parce que, de fait, le GIEC, il amène des choses, mais fondamentalement, il me semble que ce qui donne toute sa cohérence, on va dire, à ces, entre guillemets, solutions, c'est un autre paradigme que la solution technique, mais c'est l'action, une action collective, radicale, à laquelle on se tiendrait fermement, etc. Voilà. Donc l'action qui renvoie à la composante politique, là où les solutions, elles matérialisent davantage peut-être le paradigme technique, en fait. Voilà. Donc qui est apolitique, enfin, qui se veut apolitique. Et quand je dis politique, à aucun moment je parle de quelque chose de partisan, hein. Je parle de l'animation de l'action de concert. Voilà. Ouais, je réfléchis du coup, est-ce que j'avais prévu une toute autre chose que cette question on va dire, de l'espérance éducative. Oui, un élément pour moi important. J'ai été marqué ces derniers temps par la lecture du livre de Camille Etienne. Vous avez certainement entendu parler de cette personne, parce qu'elle est sur tous les médias, etc. en ce moment. C'est une activiste, voilà, une Greta Thunberg à la française, d'une certaine façon, qu'on a vraiment sous la semelle, hein, qui a vraiment beaucoup, enfin voilà, qui a une claire lecture des choses, et puis qui a une claire lecture aussi des enjeux politiques, et puis qui agit à cet endroit-là. Voilà. Et dans ce livre, il y a un élément intéressant, c'est que elle perd jamais de vue l'horizon de l'espoir, de l'espérance. Et elle le loge à un endroit, où je trouve que c'est tout à fait recevable intellectuellement de nourrir notre espérance à cet endroit-là. Elle dit, mais en fait, ça se loge au niveau de l'incertitude. Oui, la situation est grave, mais l'affaire n'est pas complètement pliée. Oui, l'enjeu est énorme, c'est même pas David et Goliath, enfin, voilà. Mais l'affaire n'est pas pliée, et parce qu'elle n'est pas pliée, on va pas lâcher, on va essayer à un moment donné d'être ensemble pour soulever quelque chose. Hein. Elle amène ce concept de soulèvement qui est assez, enfin voilà, qui est, enfin moi qui me parle comme éducateur, parce que ça a vraiment à voir avec la question de l'éducation, hein, de l'élévation. Hein, quand élever, on le dit plus trop, parce qu'élever c'est plutôt le bétail maintenant. Mais quand on élève des enfants, vous voyez bien, on les soulève. Voilà, et le soulèvement qu'elle appelle de ses voeux, qui est un soulèvement plutôt d'activiste en tout cas, voilà, mais il y a une espèce d'élévation collective et d'émancipation derrière, hein, en tout cas l'ensemble on va dire des idéaux, des valeurs que sont celles de l'éducation, etc. On les retrouve en tout cas dans cette idée de soulèvement. Alors de soulèvement, mais peut-être ça amène quelque chose qu'on peut juste nommer. Moi j'avais prévu de parler vraiment d'un concept, l'anthropocène, dans sa matérialité scientifique, etc. Mais peut-être on peut juste amener quelque chose là. Vous voyez bien dans ce que je dis, il y a quelque chose, enfin le discours que j'ai là tout de suite, il est plutôt politique. Je
je vous ai parlé d'un capitalisme rentier spéculatif qui est problématique. Je vous ai dit qu'à un moment donné, de fait, dans les différents discours qui sont tenus par nos responsables, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment problématique. Et comme éducateur, on n'est pas tellement habitué à parler de politique, parce qu'on a intériorisé un truc quand même assez net, c'est pas de politique à l'école. Pas de politique à l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait tu fais la politique de l'école sans broncher. Voilà. Et c'est face à ça, par exemple, qu'une personne comme ça bronche, hein. Ouais. Une personne comme Greta Thunberg s'est située, c'est-à-dire éprouvant, là on était vers août 2018, l'écart entre le paradigme qui donne tout son sens au savoir scientifique, qui est la rupture, et l'écart avec le paradigme qui aujourd'hui donne tout son sens au savoir scolaire, qui est la continuité, le prolongement. À un moment donné, elle a pris sa pancarte de gréviste, qu'elle est allée, après avoir lu les articles biogéophysiques sur l'Anthropocène, principalement, en tout cas c'est principalement ça sa littérature de référence, elle est allée mettre sa pancarte de gréviste sur les marches du Parlement suédois. Donc on voit bien là l'articulation entre éducation, analyse biogéophysique, et puis éléments scientifiques, sciences, voilà, Anthropocène, ou transformation climatique, et puis la dimension politique. Et le problème auquel régulièrement on est confronté, comme éducateur, comme enseignant, c'est que si on veut aller jusqu'au bout de l'objectivation de ce qui est en train d'advenir, évidemment, il faut avoir une lecture du changement climatique, mais une lecture telle que tu l'as mentionné, une lecture sociétale de ce qui est en train d'advenir, et pas uniquement biogéophysique. Je dis ça parce que récemment, on a entendu le ministre de l'Environnement, de la transition écologique, etc., qui nous a dit « mais arrêtez, bon sang, c'est une question scientifique, c'est pas une question politique ». On a une lecture scientifique de ce qui est en train d'advenir, et il faut l'avoir. Mais il faut comprendre pourquoi il y a une telle transformation qui entrave la vie humaine en société. Et ça, on ne peut pas avoir cette lecture-là sans nommer des éléments, le capitalisme rentier et spéculatif, la maximisation des intérêts individuels. On pourrait dire, moi j'aime bien cette terminologie politique de classe rapace, qui signifie ça rappe un peu, hein, c'est une petite pique, mais qui signifie la porosité en fait entre les cabinets ministériels et puis les entreprises du CAC 40. Oui, il y a une vraie porosité. Alors comment la puissance publique peut être au service du bien commun et non pas au service d'intérêts particuliers? Vous voyez, on a un problème, etc. Voilà. Et donc, pour comprendre la matière, au sens physique du terme, on est obligé d'avoir une lecture sociopolitique. Sinon, on ne comprend pas les transformations en cours de la matière, tant au niveau climatique que ce qui se passe au niveau des écosystèmes de la biosphère. Et donc, à cet endroit-là, oui, comme éducateur, on a à se départir de l'injonction à la neutralité pour trouver une autre posture qui ne soit pas évidemment l'endoctrinement, sinon c'est la fin de tout. Je veux dire, voilà, on a des outils comme éducateurs, les outils de la problématisation, etc. Mais une problématisation pour l'instant qui n'est pas encore suffisamment soutenue par les contenus scolaires pour pouvoir problématiser jusqu'au bout. Voilà, je peux juste rappeler peut-être, c'est juste une petite pique, mais enfin quand même, faut quand même pas l'oublier. Les programmes de SES, ils ont fait un effort là cette année, mais l'année dernière, en 2022, on a quand même entendu le parcours de spécialité en SES. À l'aide d'un exemple, vous démontrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Et là, on voit bien, on a des types, ils ont un peu perçu quelque part, voilà, limite en lien avec une modélisation, voilà, une modélisation des limites planétaires qui peut amener tout un tas de questions. Mais enfin, en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'elle n'était pas pendue pour travailler à repousser les limites écologiques de la croissance, mais plutôt comme une espèce d'avertissement pour demeurer dans un espace d'action sécurisé. Je ne sais pas si j'arrête là ou si je dis un mot. J'arrête là. Je ne sais pas si c'est un mot, ou en tout cas, je veux bien dire, moi j'ai été donc marqué par un terme, par une terminologie, un mot dont j'ai mesuré l'ampleur de la puissance, qui est le mot anthropocène. Anthropocène qui signifie cette nouvelle époque géologique dans laquelle peut-être on est en train d'entrer, etc. Moi, ce que j'ai compris avec la terminologie anthropocène, il y a tout un tas de trucs. J'ai été passionné par le débat
stratigraphique sur la datation de l'entrée dans l'Anthropocène. C'est une vraie école du raisonnement, voilà, qui est absolument qui est passionnant. En fait, ce que j'ai compris derrière ça, c'est le seul concept holistique dont nous disposions au fondement scientifique. Et ça, c'est quand même pas rien. Parce que dès qu'on dit nature, c'est de la philo. Environnement, c'est à peu près de la philo. Développement durable, c'est un peu de l'économie. Croissance verte, bon là, c'est franchement de l'idéologie. Et quand on dit climat, alors de plus en plus, on intègre évidemment les écosystèmes de la biosphère et la question des sociétés, évidemment, mais stricto sensu, voilà. Tandis que quand on dit anthropocène, on matérialise 3 grands ensembles et les interactions qu'ils ont ensemble. Donc le système climatique, les écosystèmes de la biosphère et les sociétés humaines. Et il y a 3 processus dominants de ces écosystèmes qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Le climat s'emballe, les écosystèmes de la biosphère s'effondrent, et comme on est des vrais teubés, les sociétés humaines accélèrent. Et donc en fait, ces 3 processus, emballement, effondrement, accélération, ils génèrent comme ça un espèce de tourbillon, un vortex dans lequel on est pris et à l'égard duquel il faut qu'on parvienne à un moment donné, voilà, à poser ce coin, mettre un peu de distance. Voilà. Je ne sais pas si c'était une conclusion, mais je voulais te dire. Merci Nathanaël. Je me tourne vers toi, Monique. Tu travailles sur l'éducation au développement durable à l'école avant même que ce terme ne soit entre guillemets à la mode. C'était à la marge de l'école, à la marge de l'intérêt de la société. Et pourtant, tu as identifié comme c'était un moteur qui, tôt ou tard, va s'imposer. Et je voudrais qu'on parle de ce qui fait le propre de l'école. Moi, je tiens à ce que l'école ait un rôle qui est avéré au quotidien d'esprit critique, de connaissances. Les programmes ont évolué, il y a des dispositifs à l'échelle des établissements, il y a des préconisations, il y a des ressources. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui école et où est-ce que nous, éducateurs, on peut aller, sur quoi pouvons-nous nous adosser pour réinventer aussi des manières de faire à l'école? Alors, on a 5 heures pour traiter ça. Bon, alors, juste pour vous préciser d'où je parle, j'ai été enseignante de SVT pendant plus de 20 ans, en collège, éducation prioritaire, en lycée, etc. Et puis formatrice, et maintenant je suis inspection générale depuis effectivement 12 ans. J'ai toujours porté les travaux, les projets transversaux interdisciplinaires, et étant à l'origine enseignante de SVT, forcément j'ai fait énormément de sorties avec mes élèves, donc je crois beaucoup au contact avec le terrain. Ça, c'était une petite parenthèse pour que vous compreniez d'où je parle. Alors, si je repars sur l'Anthropocène pour essayer de répondre à ta question, Ange, je pense que si on veut se fixer des objectifs, et je terminerai à la fin en expliquant que ça évolue quand même, ça change beaucoup dans le système éducatif en ce moment, après effectivement des années assez où c'était plus difficile à faire passer. Donc en fait, à quoi on veut former nos élèves? On veut qu'ils soient des citoyens, des adultes, qui soient capables de vivre dans un monde que l'on qualifie d'anthropocène, parce qu'anthropocène, c'est pas simplement une notion scientifique, c'est une notion humaine, enfin des humanités, enfin c'est complexe. Donc à vivre dans un monde où les questions sont complexes parce qu'elles concernent énormément de secteurs, parce qu'elles soulèvent plein de problématiques, parce qu'elles sont à penser à l'échelle internationale et mondiale, et puis complexes parce que le monde est mouvant et s'accélère. On veut on souhaite les former à avoir des comportements responsables, tant individuels que collectifs, c'est-à-dire qu'ils soient conscients, en tout cas, de ce qu'ils vont faire, des choix qu'ils vont faire et des comportements qu'ils vont avoir. Et puis, on veut les former à distinguer science, opinion, croyance, religion, et donc à identifier les registres auxquels ils s'adressent. Bon. Et puis, on pourra parler un petit peu de l'éco-anxiété, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais ils baignent dans un univers, ces enfants, l'école n'est pas cloisonnée, hein, l'éducation, elle relève de tout le monde. Tout à l'heure, on évoquait l'articulation avec le périscolaire, avec les familles, on ne peut pas faire abstraction, ils ne sont pas d'un seul coup différents parce qu'ils sont dans l'enceinte d'une école. Hein. Donc la question, c'est aussi celle de la complémentarité des expertises dans les projets des élèves, entre les partenaires institutionnels et les équipes éducatives. C'est la question des compétences professionnelles des équipes éducatives et enseignantes pour valoriser les choses. Bon, bref, il y a tout ça à prendre en compte. Pour les former à devenir des citoyens tels qu'on le souhaiterait comme ça, autrement dit des citoyens du monde, conscients des enjeux et pouvant être aussi acteurs des changements de société que l'on évoque depuis tout à l'heure, ce sont bien des objectifs de compétences au sens large que l'on poursuit. Alors les compétences, alors je ne vais pas rentrer dans des considérations, on va faire simple. Ça veut dire que face à une situation nouvelle et complexe, un élève, il est capable un individu, nous tous là, on est capable de faire appel à nos acquis.
en termes de savoir, d'aptitude, d'attitude, pour arriver à déjà analyser la situation complexe et puis éventuellement à agir. Hein, voilà. Donc c'est ça qu'on vise. Et ça, c'est quelque chose qui s'oriente dans la scolarité de l'élève autour, en gros, de 3 axes. On va les éduquer scientifiquement, et puis scientifiquement au sens large, ça comprend aussi les humanités, ça comprend tout ça. On va les éduquer à la complexité, et on va les éduquer à la citoyenneté environnementale. Bon, l'idée, c'est de faire des axes assez clairs. Alors ça va demander par contre un parcours d'apprentissage. Alors parcours, je sais que c'est très galvaudé. Moi, je préfère parler d'itinéraire d'apprentissage parce que chaque élève a son itinéraire. L'important, c'est qu'il y ait des balises et qu'entre 2 points de balise, par différents itinéraires, on arrive à se retrouver, les points de balise pouvant être une fin d'école primaire, une fin de collège, une fin de... Et donc, mais ça veut dire que c'est l'action de tout le monde. Et la dernière chose que je voudrais dire en introduction, c'est que actuellement, concernant l'éducation au développement durable, à l'environnement, etc., il se passe énormément de choses dans les écoles, collèges, lycées. Il y a des très très beaux projets. Là, on vient de finir le prix des éco-délégués et tout. Voilà. Mais le problème, il n'est pas là. Les équipes bougent depuis longtemps. Dans les textes, depuis 2003, on parle de généralisation de l'éducation au développement durable, quand même, circulaire de 2003. Les textes sont sans arrêt réactualisés. Donc, en rappelant toujours les mêmes principes, c'est-à-dire l'éducation au développement durable, elle repose sur tous les enseignements, elle est progressive, elle repose aussi sur des projets, etc. etc. Bon. Mais la question, c'est comment on la généralise, c'est-à-dire comment on fait pour qu'il n'y ait pas que les enfants qui sont impliqués dans des projets éducatifs, mais tous les enfants qui puissent bénéficier de cette formation à une citoyenneté consciente et pleinement responsable. Et donc ça, c'est l'affaire de tous, et c'est autour de ça que se structurent actuellement les textes et préconisations. Et donc, on voit bien que c'est par le fonctionnement d'un réseau éducatif autour de l'élève qui comporte toutes les strates administratives et autres. Mais c'est pas hiérarchique, c'est en réseau. On est tous acteurs de l'éducation de ces jeunes. Moi, j'ai 7 petits-enfants, j'ai qu'une envie, c'est qu'effectivement, qu'ils puissent bénéficier tous de ça, pas simplement de là où ils sont, et que ce soit pas que le tissu social un peu favorable autour d'eux qui les amène à bénéficier de ces clés de lecture. Ça veut dire qu'il faut, dans les programmes de tous les enseignements, il y a toutes les billes. Les questions, les enseignants sont parfaitement à même, dans leur champ disciplinaire, dans leur registre disciplinaire, de bâtir de façon très académique les notions, les concepts, les aptitudes, les attitudes. La difficulté, c'est quand est-ce qu'on met l'enfant, l'élève, le jeune, face à une situation nouvelle et complexe pour lui permettre de donner sens à ses acquis. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Il y a 2 choses pour moi. Alors, je dis pour moi, c'est mon analyse, hein, après 42 ans d'éducation nationale et à quelques mois de la retraite. Voilà, c'est mon analyse. Je pense qu'il y a des choses simples. Il y a des choses simples déjà. Dans le fait que chaque année, l'idée, c'est pas d'avoir tout le temps ça en tête et tout, mais c'est de leur permettre régulièrement, chaque année, dans chaque enseignement aussi, de permettre 2 choses. Déjà, chaque année, pratiquement, de leur permettre d'être face à une situation complexe, quel que soit leur âge, où ils vont se l'approprier. Et là, parce qu'on est quand même dans la classe dehors, on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, mais le fait d'aller sur le terrain, c'est très intéressant parce que on va observer, je prends l'exemple de la biodiversité, hein, on ne se refait pas, je suis issue des SVT, bon, on va dehors. L'idée, on va décrire, on va ressentir, on va décrire, on va déjà partager ses émotions, on va travailler le collectif, on va travailler le respect, on va découvrir la notion de valeur, parce que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. On va se confronter très tôt à ça. Au point de vue scientifique, on va décrire des objets, mais si on décrit que des objets, on passe à côté. Donc tout l'intérêt de l'enseignant, c'est de décrire aussi, de montrer, d'amener les élèves, qu'est-ce que tu vois? Mais regarde un peu mieux. Et puis il y a des choses que tu verras qu'on regarde. Autrement dit, il y a le visible, il y a l'invisible, il y a ce dont on a besoin d'un autre instrument pour voir. Donc on va petit à petit rentrer dans la complexité de cette organisation et surtout, on va attirer l'attention des élèves sur, mais regarde bien, il y a des relations entre tout ça. Et donc très tôt, en maternelle, on peut commencer à former les élèves à la complexité. Il y a un animal qui en mange un autre, ce n'est pas 2 entités séparées, elles interagissent, et du coup, entraîner dès la maternelle, l'élève a raisonné sur du si alors. Si j'en enlève un, alors l'autre va en pâtir, ou l'autre, etc. Et finalement, on va manipuler sans arrêt tout ça. Et je crois que quel que soit le registre et la discipline, le fait de manipuler ça, vous voyez bien que ça fait appel au français, parce qu'il faut avoir connaissance aussi des connecteurs logiques, il faut bien les maîtriser, enfin, toutes les disciplines sont concernées. Mais si on va un peu tous dans le même sens, on remobilise à chaque fois un concept. La biodiversité, par exemple, si on leur enseigne que c'est une collection d'espèces, j'en ai 3 millions, j'en enlève 1000,
c'est pas très grave. Si c'est un réseau, alors ça change tout. Et donc peut-être qu'il ne faut pas raisonner forcément en nombre d'espèces, mais plutôt en nombre d'écosystèmes. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier, et petit à petit les connaissances arrivent, l'évolution du monde vivant. Ça n'a pas de sens de considérer quelque chose comme figé ou de vouloir revenir à une étape ancestrale. Ça n'arrivera jamais, jamais au cours de l'histoire de la Terre et du vivant. On est revenu à une étape antérieure. Par contre, on retrouve des équilibres. Un écosystème peut rester tout en ayant ces éléments qui changent. Ça fait comme votre peau quand vous bronzez, vous voyez toujours votre peau, elle ne disparaît pas. Pourtant, elle se renouvelle en permanence. Elle change de composition, mais c'est toujours de la peau. Donc en fait, la question est de poser les enjeux comme ça, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire quelle évolution des écosystèmes, préserver la diversité des écosystèmes. Et c'est des choses qu'on peut poser très tôt. Et puis petit à petit, au cours de la scolarité, même chose avec les enjeux et les acteurs de l'environnement, puisqu'on est dans l'EDD. Un élève qui sort, bah tiens, il découvre au début, tiens, il y a un boulanger, il y a je sais pas, il y a un conducteur de bus. Ils font pas la même chose, mais ils sont tous utiles. Et puis petit à petit, au cours de la scolarité, il va enrichir son panel, sa connaissance, son complexe, avec des réseaux de plus en plus grands. Et ce réseau, c'est important de le faire fonctionner aussi entre éducateurs, entre acteurs, entre décideurs. Donc c'est vraiment cette éducation à la complexité qui inclut forcément l'éducation à la citoyenneté, l'éducation, enfin, c'est vraiment sur ceci alors qu'il faut baser les choses. Et je suis confiante sur la dynamique actuelle qui se passe, qui a au début perlé. Il y a eu des textes qui ont structuré. Évidemment, un texte, ça ne suffit pas. En même temps, il y a eu des équipes sur le terrain qui ont mené des projets qu'on a valorisés, et puis ça s'est un peu structuré. Et maintenant, on est à un tournant un petit peu, d'abord parce que la société bouge, parce que ça devient un impératif, parce que voilà, tout le monde s'en empare. Mais là aussi, c'est à tout le monde d'agir sur des choses simples, sur des principes simples. Permettre aux élèves, là, quand ils vont en classe dehors, classe dehors, il faudrait savoir si on parle d'une activité ou si on parle de la classe. Mais là, je pense qu'on n'est pas là pour débattre de ça, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça va convoquer le collectif, donc la citoyenneté, donc le respect des autres, donc la découverte qu'il y a d'autres valeurs. Ça va pouvoir aussi connecter l'esprit critique. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Ah ben non, je vois pas forcément la même chose que toi. Pourquoi? On n'a pas la même perception. Tiens donc, on est tous différents. En SVT, on bâtit ces notions-là, tous parents, tous différents. Mais c'est essentiel. Et donc, ces activités, c'est un élément, un dispositif parmi d'autres. Moi, je crois beaucoup. On a des individus en face de nous, des enfants, comme on est tous là, tous différents les uns des autres. Ce n'est que dans la diversité des mises en situation et des pratiques qu'on y arrivera. Et donc, en ce moment, les textes se structurent. Donc, il y a eu la publication du Conseil supérieur des programmes en mars, où on a défini un peu à l'image européenne. Alors l'idée, c'est pas de faire comme l'Europe, mais l'idée, c'est quand même que nos enfants vont vivre dans un monde national, international. C'est pas la mondialisation commerciale, c'est la mondialisation des idées, des projets, des valeurs. C'est ça qui est important. Ces histoires d'ODD, c'est la même chose. L'idée, c'est pas qu'ils sachent qu'il y a 17 ODD, parce que ça reviendrait à mettre des thèmes. On met des thèmes depuis longtemps. C'est que ça les amène à raisonner en réseau. Si je rentre par une question sur l'eau, eh bien, en fait, je vais pouvoir me rendre compte que finalement, je vais interroger une question sur les inégalités sociales. Et donc, l'idée, c'est pas de tout relier non plus. Mais on est toujours dans cette logique de comment on fait réseau. Qui fait quoi? Et petit à petit, au cours de la scolarité, apprendre aux jeunes aussi à se poser des questions, mais tout petit. On a un système où, y compris en sciences, pendant très longtemps, on leur a demandé de résoudre, on leur a posé les problèmes, et puis on était dans des méthodes de résolution de problèmes. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça ne suffit pas. Oui, j'arrête. Ça ne suffit pas. Il faut leur apprendre à se poser des questions, à problématiser et à identifier les registres des questions. Alors au fur et à mesure de la scolarité, est-ce que ma question, elle va concerner un scientifique et du coup, qu'est-ce que je peux en attendre? Et l'idée, c'est pas je crois ou je crois pas à la science. C'est est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que j'ai compris que ça repose sur un process qui est basé sur du consensus? Alors, on pourrait discuter longtemps de consensus, mais sur des méthodes, sur des démarches. Et puis, est-ce que ma question s'adresse à un économiste?
extrémiste? Est-ce qu'elle s'adresse à un politique? Et là, on a des registres de valeurs dans les décisions in fine. Quelle est la valeur qui a prévalu à la décision qui a été prise? Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après, moi, j'ai toute confiance dans les équipes enseignantes et éducatives au sens large pour porter ça. Juste pour terminer, quand j'étais dans le groupe Jouzel, je discutais avec les étudiants qui étaient là en enfin, membres de ce groupe. Et en fait, ils me soutenaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler au lycée de biodiversité, de changement climatique et tout. Un prof de SVT, c'est pas possible. Attendez, alors je vous ressors vous avez fait ça. Bah oui. Mais en fait, ça faisait pas sens. Donc c'est quelques fois dans l'année. Et donc du coup, ça vaut le coup dans une école, un collège, un lycée, de penser globalement les objectifs éducatifs pendant les 4 ans, 3 ans, 5 ans où on les a. Et de se dire comment on fait pour que tous aient accès à cette dimension éducative, convoquant les savoirs, et puis qu'il y a une façon, un moment d'être d'accord quand même sur les grandes lignes. Et si chacun remobilise ces questions-là, alors, moi je crois beaucoup qu'on y arrivera. Et l'éco-anxiété, elle est générée beaucoup par la société. Les professeurs des écoles qui sont là savent que le poids des mots est important. C'est-à-dire quand un élève de 6-7 ans entend dire que effectivement la planète on va tous mourir et tout, c'est extrêmement violent. Mais du coup, qu'est-ce qu'on génère là? Enfin, c'est pas raisonné. Et justement, c'est l'instruction, l'école, ses partenaires, qui permettent de s'emparer de ça, non pas de dire que tout va bien, mais de dire voilà, moi je peux être acteur aussi de ça à différentes échelles et je suis pas tout seul dans le monde et voilà, et de façon assez simple. Je m'arrête. Merci Monique. Parfait pour introduire Corinne. On a entendu ce que les scientifiques peuvent dire, ce qu'il conviendrait de faire, ce que l'institution veut. Mais en fait, la vraie difficulté, c'est de faire. De traduire tout ce qu'on sait en des choses, des objets, des techniques pédagogiques, des techniques de savoir qui fassent sens pour les jeunes, qu'ils soient enfants ou adolescents. Corinne, voilà la lourde tâche pour nous dire comment on fait avec critique, avec esprit scientifique, classe dehors, jardin pédagogique, EDD et sciences. Comment on fait? Parce que c'est la vraie question. Le reste, on s'en fiche un peu. Pardon. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc de où je vous parle déjà? Donc de quelqu'un qui est passé par la recherche en écologie à un moment donné, puis qui est devenu qui a passé le concours d'enseignant, qui était enseignante, formatrice et maintenant inspectrice dans une circonscription avec une mission départementale sciences EDD. Voilà. Donc en fait, est-ce que l'école à l'extérieur des murs de classe, c'est ce qu'on peut dire aussi, l'école dehors, peut se réduire à une seule expérience d'un lien avec la nature? Donc on peut le résumer aussi à ça. Et en fait, on se rend compte que le rôle de l'enseignant est vraiment primordial dans ce travail parce qu'il va être essentiel pour lui de faire le lien entre tout ce qui va pouvoir être observé à l'extérieur. Donc dehors, ça peut être dans un parc, ça peut être dans la forêt, à la mer, en tout cas dans une sortie ou dans quelque chose qui est organisé de manière récurrente ou régulière, en tout cas à l'extérieur de l'école. Ça peut être même la cour de l'école, dans certains lieux comme la ville. Voilà, où il y a beaucoup de choses à découvrir. Et quelles que soient justement les disciplines, et c'est ce que Madame Dupuis disait, de manière transdisciplinaire, on peut travailler énormément de compétences et de connaissances, que ce soit en sciences, en EDD, évidemment, en histoire-géographie. Tout ce qui va être la langue va être transversal aussi là-dedans. On va pouvoir vraiment travailler avec les élèves, en mathématiques aussi, etc. Donc là, on a beaucoup à dire. Ensuite, on peut partir de fait du ressenti des élèves, surtout quand ils sont jeunes, donc je dirais dès la crèche, même la maternelle, partir de ce ressenti, mais pour structurer des apprentissages derrière. C'est-à-dire que là, on va pouvoir partir de leurs intérêts, susciter, éveiller l'émerveillement aussi de cette nature qu'on va pouvoir observer, des sorties qu'on fait avec les élèves, pour pouvoir après structurer les apprentissages, et ça va être le rôle d'étayage de l'enseignant, évidemment, dans sa classe, parce qu'il ne suffit pas juste d'observer et d'être dans la nature pour apprendre. Donc là, il va y avoir réellement un rôle de l'adulte à ce niveau-là. Encore mieux si c'est pensé sur l'ensemble des temps de l'enfant, c'est-à-dire les temps scolaires et périscolaires. Donc j'y reviendrai un peu plus loin. L'importance de la démarche scientifique, évidemment, parce que de fait, à l'école, elle va résider dans le fait de se poser un problème. Par exemple, j'observe une manifestation de vie dans le sol, une fourmilière, par exemple. Et à partir de là, observation, on peut émettre des hypothèses, comment ça fonctionne. Est-ce que les fourmis sont juste sur le sol? Est-ce qu'il y a quelque chose sous le sol? Comment ça se passe? Faire des observations, des hypothèses. Alors créer, soit mettre en place des expérimentations, de la modélisation, peu importe, mais en tout cas, réfléchir ensemble. Et se poser, même pour l'enseignant, en tant que pas maître du savoir, parce qu'il peut rechercher lui aussi,
Mais en tout cas, structuration du sachant et aider les enfants à structurer aussi les apprentissages autour de ça. À partir de là, on peut réfléchir et construire son esprit critique, partir et s'éloigner de tout dogmatisme. Et finalement, le gros rôle de l'école, comme vous l'avez dit, c'est vraiment de constituer, de construire le futur citoyen qui pourra prendre des décisions éclairées. Et ça commence tout petit, donc dès la maternelle. Alors, tous ces apprentissages sont basés sur des méthodes actives. Donc là, on va pouvoir prendre appui sur différents pédagogues parce que on y travaille, on y réfléchit depuis très longtemps. Alors, les pédagogies actives avec la pédagogie par le centre d'intérêt, par exemple, mais aussi la pédagogie de projet, très intéressante puisqu'on va pouvoir partir, on va dire, d'un sujet que les élèves peuvent, ou d'un problème qu'ils peuvent se poser, et à partir de là, travailler toutes les compétences et toutes les disciplines. Voilà. Bon. Je ne vais pas développer, sinon ça va prendre trop de temps. Oui, c'est surtout des exemples. Voilà, des exemples. Donc justement, un exemple concret sur un suivi de classe que j'ai pu faire sur 2 ans, donc avec une cohorte d'élèves, CE2, CM1 qui est passé après en CM1, CM2, le même enseignant, et où on a pu construire ensemble des apprentissages à partir d'un objet, par exemple l'étude de la garrigue, parce que je me situe dans le sud de la France. Donc on va prendre l'exemple de la garrigue. Étude de la garrigue, c'est-à-dire observation, par exemple, des paysages, de la structuration des paysages, de l'évolution des paysages au cours du temps, des saisons, mais également, si on va dans des musées, faire le lien avec des peintres qui ont pu aussi peindre ces paysages à différents moments. Donc là, je fais aussi un appel à l'histoire. Voilà. Ensuite, prise de photos, réalisation d'échantillonnage pour reconstituer des herbiers, compréhension des cycles de vie animaux et végétaux, pourquoi certains arbres perdent des feuilles alors que d'autres non, par exemple, mais aussi pourquoi à certains moments je peux voir certains animaux dans la nature alors que l'hiver, certains hivernent ou hibernent. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est hyper intéressant de le travailler avec les enfants, travailler à partir de ces observations sur la classification, mais également les chaînes alimentaires. Donc c'est là où on parlait de pédagogie de projet. À partir d'un sujet qui peut être la garrigue, je vais pouvoir travailler énormément de compétences avec les enfants et développer des connaissances avec eux et pour eux. Ensuite, comparaison des milieux. Alors, avec cette classe que j'ai pu suivre dans le sud, à un moment donné, nous avons observé une garrigue, on va dire, à peu près sauvage, c'est-à-dire un milieu où il y avait peu d'empreintes humaines, en tout cas. Et ensuite, le parc à côté de l'école, qui lui est également une garrigue, mais très anthropisée, très aussi exploitée par l'homme. Et donc là, observation, différence de biodiversité en termes, par exemple, d'insectes, d'oiseaux, de plein de petits mammifères, entre un milieu un peu plus sauvage qui est à 2-3 km de l'école et celui du parc juste à côté. Problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi il y a moins de diversité? Donc déjà, là, c'est les liens avec différents organismes comme l'Office français pour la biodiversité et l'idée de mettre en place, par exemple, une aire terrestre éducative. Là, on est dans une démarche de projet. Et effectivement, à ce moment-là, comment on va pouvoir, on va dire, restructurer, restaurer un peu cet écosystème en faisant revenir quelque part ces espèces qui ont disparu parce que trop gros impact, trop fort impact de l'homme sur ce parc. Donc là, on fait appel à la recherche, évidemment, et donc à tous des partenariats et des collaborations. Et donc la recherche par l'ingénierie écologique. Exemple qu'on avait étudié à ce moment-là, comment après, on va dire, une problématique dans le parc de Crau, qui n'est pas très loin en fait, un oléoduc se casse, se brise, fuite de pétrole, destruction des écosystèmes du sol. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse restaurer ce sol? Donc ça, on peut l'étudier totalement avec les élèves. Là, il y a des recherches internet, bibliographiques, etc. C'est pas un souci. On fait ce lien. Et là, on se rend compte que simplement le fait, alors je dis simplement, hein, je résume, mais de réintroduire une petite fourmi qui s'appelle la fourmi Messor, la moissonneuse, elle va restructurer le sol en reconstituant tout l'écosystème, aussi en amenant des graines et en faisant revenir en fait toutes les espèces animales et liées à ce lieu protégé qui est la plaine de Crau. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on a réussi à remettre en place avec les élèves, alors des hôtels à insectes, des sortes de prairies fleuries pour refaire venir de la biodiversité, implanter une mare. Il y avait un cours d'eau, donc on n'a pas juste mis une mare comme ça. On a étudié tout l'écosystème mare et à nouveau, voilà, des oiseaux qui viennent, des papillons, etc., etc. Recréer la biodiversité, mais de manière concertée avec des conseils d'élèves, en discutant et en construisant en même temps la citoyenneté. Voilà.
Donc, dans l'Hérault, par exemple, je vous parle d'un cas que je connais, les enseignants sont accompagnés également par des instituts de recherche, comme le CNRS, par exemple, pour travailler sur les oiseaux, mais également par les aventuriers, pour justement aussi mettre en place une dynamique de chercheurs qui viennent dans les classes, qui viennent aussi aider sur la démarche scientifique, et aussi sur les connaissances, parce que les enseignants ne se sentent pas toujours, en tout cas, hyper compétents, alors qu'ils le sont déjà énormément, mais en tout cas peut-être pas suffisamment armés pour aborder certaines thématiques. Et donc là, il peut y avoir des accompagnements scientifiques, mais également les partenaires pour la science avec la main à la pâte, les ASTEP. Former à la complexité est hyper important, justement, parce que c'est une approche globale. Et donc les formations continues sont aussi à favoriser quand on le peut. Alors, nous, on structure des formations de référents EDD pour qu'il y en ait un dans chaque groupe scolaire, par exemple. Mais il peut y avoir également des formations scientifiques en lien justement avec les plans mathématiques et français, en structurant tout ça autour des sciences, autour des arts visuels et du sport, de l'EPS. Voilà, je vous remercie. Merci Corinne, j'espère que ça vous a montré à quel point en fait l'école c'est des gestes minuscules et c'est long et lent. Et pour pouvoir arriver à des grands principes comme l'esprit critique, la complexité, ça demande des années de travail minuscules et ça crée des vraies tensions entre les urgences et la réalité de ce que c'est un enfant ou un adolescent. Étienne, je te laisse cet exercice difficile de grand témoin à partir de l'intérêt que portait un mouvement qui a toujours placé les savoirs et leur démocratisation au cœur du mouvement d'émancipation par l'éducation. Je te laisse faire ça. Merci d'abord Ange pour avoir organisé cette superbe table ronde. Alors, il y a toujours un côté un peu frustrant parce qu'on aimerait, mais il faudrait toute la journée pour que l'ensemble des participants puissent aussi s'exprimer. Mais je trouve qu'on peut déjà faire notre miel à travers cette articulation des différentes interventions. Je voudrais peut-être mettre l'accent sur 3 points. La question de la relation entre le cognitif et le sensible, la question de finalement pourquoi on va faire référence à l'anthropocène, et puis bien sûr la question c'est quoi l'éducation aujourd'hui, quoi. Sur la question du cognitif et sensible, je partirai par là parce que ça me semble très important. C'est d'ailleurs un des objets qui a été la démarche de la Ligue de vouloir s'associer aux aventuriers, parce que autant il est important de prendre en compte la dimension sensible du rapport à l'éducation, mais c'est ce que disait Corinne, le problème c'est comment passer du ressenti à l'apprentissage. Et ça passe notamment par le fait de restaurer l'importance du cognitif. Et quand je dis restaurer, c'est par exemple restaurer un rapport à la science qui a été un peu dissous à la fois par le scientisme, je veux dire, d'un certain nombre de scientifiques, aussi un fonctionnement de chercheurs en silo qui sont souvent sur des niches et qui ont du mal à sortir d'approches extrêmement particulières. Et je crois que de ce côté-là, l'intervention de Jean-Baptiste est extrêmement intéressante pour montrer que finalement le GIEC, c'est quoi ? C'est la production de communs. C'est la capacité des chercheurs à dépasser leur propre logique, leur propre habitus de chercheur dans son plan de carrière, de publication, etc., pour pouvoir se confronter aux grands défis du monde, mais le confronter dans un nouvel espace démocratique. Et je pense que le GIEC n'est pas quelque chose d'épiphénoménique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui relève de la dynamique citoyenne que nous devrions appeler de nos voeux. Et de ce côté-là, c'est un des éléments d'espoir qu'évoquait Nathanaël. Donc je pense que cette question du rapport à la science doit être aussi au cœur, et c'est la discussion qu'on avait aussi dans la Fabrique des communs, sur la question de la classe dehors. On voit bien qu'il faut armer aussi les professionnels, et c'est tout l'intérêt de la démarche de recherche-action qui a été présentée hier soir, ces démarches importantes. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'on ne peut pas aborder les défis éducatifs aujourd'hui sans cette étroite articulation entre le cognitif et le sensible. On aurait pour parler de la culture, de l'art, etc. Enfin, on voit bien que l'important, c'est cette articulation. Et la Ligue est particulièrement préoccupée, dans la mesure où nous sommes préoccupés à la fois de restaurer, donner toute sa place à la raison, mais une raison complexe, une raison qui n'évacue pas les émotions, et qui soit capable de composer avec finalement ce qui est la complexité de l'humain et la formidable humilité qu'il faut qu'on ait devant ce que c'est que l'humain et le monde. Où il y a toujours à découvrir, et finalement nous sommes pour la formation tout au long de la vie, parce qu'on pense que effectivement la citoyenneté, c'est constamment dans cette posture de recherche, de réflexion et de travail sur soi-même, d'action aussi. Alors, deuxième élément, l'anthropocène. Pourquoi l'anthropocène ? Certains nous disent oui,
on ramène de nouveau les trucs à l'homme. Moi, je pense qu'au contraire, la question de l'Anthropocène dépasse effectivement les notions de développement durable et d'environnement. Nathanaël a brillamment expliqué en quoi quelles étaient les limites finalement du concept de développement durable, son aspect un peu économique et un peu opérationnel, l'environnement beaucoup trop général pour la nature, hein, dont on peut longuement discuter d'un point de vue philosophique. Et je pense que la prise de conscience de d'où procède finalement, où en est l'histoire de l'humanité, parce que c'est ça, c'est la mise en perspective historique, faire ce que tout un chacun se réapproprier le moment où on en est. Je trouve que de ce côté-là, le concept d'anthropocène est extrêmement important dans la mesure où il montre que le problème, c'est pas seulement le rapport d'éduquer au vivant, c'est aussi de comprendre pourquoi on en est arrivé là et quels sont les ressorts humains, politiques, sociaux qui font qu'on en arrive là. Hein. Et donc moi je pense que par rapport à une approche plus environnementaliste, comme on dit classiquement, l'intérêt de l'approche de l'anthropocène, et c'est pour ça que la Ligue s'est résolument impliquée à utiliser ce concept. On a des discussions avec l'institution éducation nationale, hein, qui a beaucoup de mal avec le terme, parce qu'en plus elle a tendance à l'assimiler à des démarches entre guillemets militantes ou voire sectaires. Je veux dire, je pense que on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui de cette approche anthropologique, hein, au sens où l'emploie Charlot, par exemple, dans la réflexion qu'il a sur la question de l'éducation, en disant qu'il faut qu'on change de regard anthropologique. C'est aussi toutes les invitations de Descola à repenser notre rapport au vivant et à la nature. Je vois bien qu'on est dans ce phénomène. Il y a une rupture au niveau de la façon dont fonctionne la planète, mais il y a aussi, ça doit induire une rupture dans notre façon de voir les choses. Et de changement de paradigme, ce qui veut dire forcément qu'on trouve le concept approprié. Il me semble que pour le moment, dans ce qu'on a sur le marché, la question de l'anthropocène, finalement, est quelque chose, pour l'autant qu'on en explicite les éléments. C'est que c'est le donné là, à partir de ce donné-là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors après, c'est le problème de comment, effectivement, on ne sombre pas dans la déprime, où j'ai trouvé très intéressant le passage de Nathanaël sur la question de la violence. Parce que je pense qu'on est au cœur aussi de quelque chose, je recite Charlot, parce que je pense que ce bouquin Éducation ou barbarie est quand même extrêmement intéressant. Le problème, c'est le retour de la barbarie. La violence, c'est la barbarie. Et le problème, c'est effectivement de voir de quelle façon cette barbarie qui est présente, qu'elle soit sous une forme soft ou sur une forme hard, hein, parce que l'illibéralisme, le présidentialisme à la française, pour moi, est une espèce de barbarie démocratique. Moi, je suis pour la 8e République, hein, mais non, dans la mesure où on voit bien qu'on a aujourd'hui des vrais problèmes constitutionnels et que si, en tant que citoyen, on ne s'interroge pas sur ces questions, effectivement, on se trouve complètement impuissant. Alors, quelle peut être la puissance qu'on peut poser à celle du coq ? Alors j'ai essayé de regarder s'il y avait. D'abord, on ne va pas trouver la métaphore dans le monde animal, parce que c'est pas. On ne va pas opposer le loup, les poules, le mouton au coq. C'est la question de l'humain. C'est que notre puissance, c'est d'abord développer notre capacité d'humanisme, c'est-à-dire notre capacité à penser, notre humanité. Et puis c'est la question de la citoyenneté, c'est-à-dire notre capacité d'agir. Et je pense que c'est autour de ça que doit se forger la question des nouveaux défis éducatifs. Et en ce sens-là, on a... alors, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Monique Dupuy, parce que d'abord, ça montre que l'institution réfléchit, hein, et que... non, mais par rapport à une éducation nationale qu'on a tout tendance à penser, c'est comme la Ligue, hein, une vieille dame, des choses un peu dépenses passées, tout ça c'est un peu ringard, etc. Moi je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin des institutions, mais on a besoin d'institutions qui sont en relation souple et agile avec le vivant et avec l'agilité citoyenne, mais qu'on ne peut pas faire fi de ces instances. Et vous êtes des bons exemples, et Monique et Corinne, des pépites qu'il y a au sein de cette institution, à tous les niveaux. Et moi, c'est ce qui fonde un peu ma désespérance. Alors, je pensais, quand tu évoquais la question de la désespérance, et je pensais à la formule de Gramsci, hein, sur il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Ben, la volonté, c'est dire effectivement, en tant qu'humain, en tant que citoyen, on a des capacités d'agir. Hein, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mobiliser, selon les axes qu'évoquait d'ailleurs très justement Monique, la question de la science, de l'éducation à la complexité, de la citoyenneté, alors environnementale, même la citoyenneté tout court. Hein, et quand on parle de la complexité, j'y inclus d'ailleurs cette question de l'éducation aux sensibles. Hein. Alors je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a de très beaux projets, comme disait Monique, on peut avoir même des très beaux textes, mais on a un vrai problème du passage à l'échelle. Et que pour le moment, on voit bien comment l'expérimentation et l'innovation est souvent un alibi qui évite de se poser les problèmes de système.
Et c'est pour ça que je pense que la question de l'anthropocène est extrêmement importante. Et comment faire bouger les choses? Là aussi, Monique et Corinne ont évoqué, je crois beaucoup à ces éléments, quelle était la phrase, j'avais noté, agir sur des choses simples. C'est la question des leviers. Hein, et ces leviers, on le voit bien, la classe dehors, c'est un levier. Pour autant qu'on puisse la faire fonctionner telle qu'elle a été décrite là et qu'elle ne soit pas ensuite reprise dans des circulaires. C'est la meilleure façon de stériliser les choses. Enfin, non pas que les circulaires ne soient pas aidantes, parce qu'on a un vrai problème, je vais y revenir, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un dispositif. Encore faut-il armer les professionnels pour ce dispositif. C'est tout le problème de la formation initiale et continue. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il y a un problème majeur qui est posé sur cette question formation initiale et continue. En plus, ces leviers, il y a un élément important qu'a évoqué aussi Monique, c'est la complémentarité. L'école ne peut pas elle seule régler les problèmes éducatifs. Et nous, au niveau de la Ligue, qui intervenons dans l'école, mais aussi hors de l'école et avec les familles, nous pensons qu'il est extrêmement important d'articuler l'ensemble des temps de l'enfant, le temps de l'éducation formelle, de l'informel et du non formel. Là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'on a des dispositifs, hein, les cités éducatives, les projets éducatifs de territoire, mais moi qui ai suivi particulièrement ce dossier, il y a loin de la coupe aux lèvres. Les cités éducatives, c'est très intéressant. Il y a un problème de périmètre. Hein. Si on fait de la REP+, c'est comme un problème, parce qu'un des leviers, par exemple, auquel je crois aussi, c'est celui de la mixité sociale, par exemple. Or, celui-ci, c'est un chantier qui est encore largement devant nous. Hein. Un autre levier, c'est la démocratie scolaire. Le fait que considérer les enfants, les jeunes, et dès la maternelle, comme aussi des acteurs auteurs et des acteurs qui sont en capacité de pouvoir aussi, avec nous, co-construire les choses. Et puis, le premier maître de ces apprentissages, c'est l'enfant et le jeune lui-même. Hein. Donc, voilà, autre levier, la question des classes découvertes et des séjours vacances. Là, je prête un peu pour mais on voit bien que comment, sans attendre que la mixité soit dans tous les quartiers, comment ouvrir l'horizon des gamins, permettre d'avoir que tous les gamins partent en classe découverte, parce que au-delà de la classe dehors, je crois aussi le séjour ensemble sur une longue durée est quelque chose d'essentiel aussi dans la question du vivre ensemble, et ça produit des effets déclenchants parfois au niveau des enfants, extrêmement importants. Donc voilà, moi, les éléments essentiels que j'ai retirés de ce que vous avez dit les uns les autres, en sachant qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'à partir de tout ça, nous allons en faire notre miel, hein, et que la collaboration que nous avons commencé à engager avec l'Institut Aventurier, mais que nous souhaitons aussi engager avec vous tous, et je répète, autant nous pensons qu'il faut bien considérer l'éducation dans son ensemble, et autant l'institution d'éducation nationale en elle-même n'arrivera pas à se réformer toute seule, autant il faut travailler avec elle. Et on voit bien quelle formidable levée ça peut être quand, par exemple, dans le rectorat de Poitiers, on a des centaines d'enseignants qui sont formés. J'ai évoqué la question de la classe dehors. Donc encore merci pour l'organisation de cette table. Merci à toi, Étienne. Merci à tous. Donc voilà, on est là parce que la seule chose qu'on sache faire, nous autres éducateurs, c'est retrousser les manches et bosser. Voilà, donc on va continuer à bosser et on va prendre quand même 5 minutes, même s'il est déjà midi, si vous avez des questions. Et je vois qu'il y a des questions, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, les micros, est-ce que ça passe, voilà, prendre des questions. Ouais. Alors, j'ai cru qu'on... C'est lequel? Alors, monsieur va nous indiquer quel micro. C'est numéroté. Voilà. Juste un mot très bref pour compléter ce que vient de dire Étienne sur la démocratie scolaire. Je voulais simplement préciser ce point, que c'est une obligation juridique aujourd'hui, cette démocratie scolaire, telle qu'elle est inscrite dans les articles 12 à 15 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a valeur supraconstitutionnelle. C'est-à-dire que les établissements scolaires qui ne mettent pas en place les dispositifs de participation des enfants à toutes les décisions qui les concernent, y compris les contenus des programmes, les emplois du temps et tout le reste, c'est-à-dire les questions importantes, eh bien, sont désormais aujourd'hui hors la loi. Et donc, c'est important que les praticiens des pédagogies coopératives, institutionnelles, classes dehors et tout le reste, et tout ce que vous nous avez décrit tout à l'heure, de comprendre que il y a à cette action-là, c'est pas du tout des actions minuscules, c'est des actions parfaitement majuscules, parce qu'elles se réfèrent à ces articles 12 à 15, qui, encore une fois, de la Convention, qui ont valeur supraconstitutionnelle. Et c'est donc ceux qui ne font pas ça qui sont hors la loi. Merci, il y avait une question ici. Bonjour et merci pour cette table très bien construite et merci d'avoir respecté la parité, c'est super. Jordana Harris du WWF, j'ai quelques questions pour essayer je vais me contenter de deux, pour essayer d'assurer un peu une cohérence entre vos différentes interventions. Est-ce que
notamment par rapport à ce qu'a dit Nathanaël sur la question de développement. Est-ce que finalement la question de l'éducation au développement durable, elle n'est pas un peu dépassée et à l'ère de l'Anthropocène? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler d'éducation au vivant, à la nature, évidemment? J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous avez cette question et j'aimerais vous entendre dessus. Et une autre question sur laquelle j'aimerais vous entendre, peut-être vous deux en particulier, et avoir votre retour de praticienne, c'est souvent ce qu'on nous dit, c'est on ne peut pas changer les programmes. On ne peut pas ajouter 3 heures, comme on a fait sur l'éducation en sciences civiques avec les profs d'histoire géo, on ne peut pas l'ajouter aux profs d'SVT par exemple. Et du coup, ça, j'aimerais bien vous entendre, notamment dans votre rôle d'inspectrice et dans vos rôles respectifs d'anciennes professeurs. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va commencer par la question des programmes, parce que là, pour le coup, il y a des éléments très concrets. Moi, j'aurais commencé par l'autre. Oui, voilà, moi, je les prends dans l'ordre, hein, tu sais. Bête et disciplinée, hein. Sinon j'oublie. Donc, d'ailleurs, c'était quoi? Ah oui, le DD. Développement durable. Alors, c'est un long débat, hein. En plus, c'est un problème de traduction, parce qu'on devrait dire soutenable et tout. Moi, je crois qu'il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le terme qu'on va choisir, parce que Dieu sait si on s'est posé les questions, hein, dans les colloques, partout, là, si on parle de transition, c'est pas complet non plus, si on parle de développement durable, voilà. Je crois que si on parle d'environnement, il y a un problème parce que l'environnement est souvent conceptualisé au sens nature, etc. Or, l'environnement, et c'est bien précisé dans certaines circulaires, c'est tout l'environnement, y compris tous les éléments de la société qui font société autour de l'enfant. Donc, mais simplement, c'est pas toujours compris comme ça. Donc, il n'y a aucun terme vraiment, au niveau européen, il parle de durabilité maintenant, il parle de formation à la durabilité, éducation à la durabilité. Moi, je pense que on a d'autres sujets de préoccupation. Alors, ce n'est pas du tout une critique, hein, mais moi, ce que je porte et ce qu'on essaye de porter, c'est que nous ne nous acharnons pas sur les termes. Avec des enfants plus grands, au lycée, en économie et tout, on peut discuter, parce que là, ils ont les arguments. Autrement, c'est une question, effectivement, d'adultes, pas tout à fait d'enfants. La seule chose sur laquelle moi je rebondissais en tant que prof de SVT, c'est la différence entre croissance et développement, ce qui n'a rien à voir au point de vue biologique. Un individu, il a une croissance, mais il a aussi un développement, ça veut dire qu'il se transforme. Et donc, développement, il peut être pris dans plein de sens. Voilà, donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'était les programmes. Les programmes, je vous dis, pour les avoir bien lus tous, parce que là, je viens de faire répondre aussi à l'enquête pour l'Europe, j'ai lu tous les programmes de la maternelle à la fin du lycée. Tous font référence, tous contiennent des éléments indispensables. Et je pense honnêtement, alors là, ça n'engage que moi, je n'engage pas l'institution là-dessus, mais qu'il y a tout ce qu'il faut dans les programmes. La question, c'est encore une fois comment, et que les enseignants, moi, j'en fais totalement confiance, chacun dans son registre pour construire ça, pour faire les projets qui vont avec. Et tout, la question, c'est comment on fait pour aller un tout petit peu au-delà, pour proposer aux élèves, à un moment donné, une situation où ils vont pouvoir développer et faire l'apprentissage d'une démarche. La démarche, c'est-à-dire, tiens, j'ai envie de m'intéresser à la biodiversité. Bon, ok. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Donc, on va les accompagner. Mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là? Donc, il y a un diagnostic, qu'on l'appelle comme ça ou autrement, un état des lieux. Puis, du coup, on affine la question. Puis, on affine le problème. Puis, en fonction de ça, et eux, au milieu de tout ça, on décide quelle action on va faire. Et puis, ensuite, on fait une auto-évaluation. Ce mot évaluation qui est si mal connoté aussi. Mais une auto-évaluation. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Ça, c'est important. Alors, vous allez me poser la question du quand est-ce qu'on fait ça? Donc, voilà. Là, il y a des réflexions en cours. Hein. On vient de produire un rapport de l'inspection générale où on propose un certain nombre de préconisations. Après, voilà, il y a un gouvernement qui... après, il y a des solutions. Il se passe plein de choses, encore une fois, dans les établissements scolaires. Il y a notamment collèges et lycées et écoles. Hein. Il y a des créneaux. Bon, après, la question, c'est comment on généralise. Mais voilà. Mais je pense que ce sens-là, mais il peut même être donné dans une discipline du moment que c'est suffisamment ouvert. Enfin, à minima, c'est ça déjà. Faire vivre ce sens, montrer que face à une situation de la vraie vie, on peut se poser des questions, même si on n'en identifie au final qu'une, parce qu'elle est du champ disciplinaire dans lequel on est, l'idéal étant d'en identifier plusieurs. Et la dernière chose, ce qui me paraît important, c'est la mise en relation de toutes ces éducations transversales. On est en silo, hein, à l'éducation à la santé, à l'EDD. Hein, bon. Il faut penser un peu réseau là aussi. Hein, vous allez dire, je vieillis, donc j'ai des idées fixes. Mais et voilà. Et c'est de se dire,
dire, et c'est pour ça que je crois à justement la réflexion sur les élèves pendant 4 ans, je les ai pendant 5 ans, je les ai pendant 3 ans, quel programme éducatif je leur propose au sein de l'établissement en fonction du contexte, de ce qu'il est, etc., en respectant les cadres institutionnels, hein, mais en profitant de la liberté et de l'autonomie, comment je fais pour faire que tous, pendant ces 4 ans, ils aient fait un projet santé, etc. Et là où les ODD sont intéressants en tant qu'outil, c'est que un élève, il va commencer par alors je parle collège-lycée par exemple, il va faire un projet santé. Bon, parce que c'est une problématique du lieu, du contexte, bon, ça, c'est les élèves, notamment les éco-délégués, les élus CVL, ont choisi de travailler là-dessus. Bon, et bien, à travers cette question santé, quand on l'a traitée, eh bien, on s'aperçoit que finalement, on va questionner encore une fois des questions d'inégalité sociale, des questions de société, on va peut-être changer d'échelle. Eh bien, en faisant ça, on irrigue le champ de l'éducation à la citoyenneté, on irrigue le champ de l'éducation au développement durable. Il suffit de le montrer. Et une fois qu'on a posé un certain nombre de bases et de compétences et mobilisé la notion de démarche et tout dans un projet santé, par exemple, quand ils feront un projet biodiversité, ils ne vont pas tout recommencer à zéro, ils vont mobiliser ce qu'ils savent faire et ils vont s'entraîner. Et là encore, leur projet environnement, développement durable, biodiversité, eh bien, il va enrichir, je ne sais pas, l'éducation aux valeurs de la République ou à l'égalité filles-garçons. Je pense que si on ne procède pas comme ça, et ça c'est encore une fois l'affaire de tous, ça commence à être dit dans des textes, ça commence à être préconisé, mais il faut et c'est pas renoncer à ce qu'on fait dans sa discipline. C'est juste, moi je ne pense pas que le saut soit grand. C'est vraiment une philosophie. Et je parle trop. Non, c'est parfait. On va Timo, Corinne, puis après Nathanaël. Alors moi vraiment, juste 2 points. 2 outils très puissants à l'école. C'est effectivement la formation des éco-délégués qui commence dès le cycle 3, donc ça veut dire école primaire. Et ensuite, il y a effectivement la labellisation E3D des établissements. Et ça, c'est vrai qu'on est vraiment dans une démarche... Alors, je suis très fière d'être à côté de Madame Dupuis qui a créé cette... Voilà, j'apprends aussi en même temps. Et ben là, moi, j'y crois vraiment. Et là, l'objectif qu'on a, par exemple, c'est vraiment de labelliser 100% des établissements écoles, collèges, voilà, par exemple, dans l'Hérault. On se met vraiment des forts objectifs comme ça. À raison de 3 ou 4 ans, là, on augmente vraiment... Il y a beaucoup d'académies qui se sont engagées dans l'objectif de 100% de labellisation des établissements E3D, même si c'est au niveau 1. Et c'est vrai que c'est un outil de pilotage. Et ça, c'est vraiment différent. Et ça crée des cohérences incroyables au niveau des établissements. Et non. C'est juste que je me suis battue à l'époque pour qu'il y ait le mot démarche dedans. Ça veut dire établissement en démarche de développement durable, pour qu'il y ait une démarche qui implique l'ensemble de la communauté éducative, et c'était pas gagné. Tous les exemples que j'ai vus, même des niveaux 1, tous les exemples que j'ai vus sur le terrain sont vraiment incroyables. C'est un vrai levier. J'ai 2 micros. Par rapport à la question des mots, de fait, il y a un endroit où bon, ça vaut pas le coup jusqu'au bout de s'entretuer sur des mots. Par contre, il faut quand même observer ce qui véhicule. Et parfois, les véhicules notionnels sont pas les bons, en fait, ou en tout cas, ils véhiculent des illusions. Et si c'est le cas, en tout cas, il faut à minima signifier les illusions qui sont en train de véhiculer et à maxima changer les termes. Voilà. Et le développement durable, donc ça a été le véhicule notionnel qui a été utilisé pour sensibiliser, on va dire, à la nature, au développement, etc. À la nature, à l'environnement, etc. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça... C'est pas une méga réussite, quoi. Sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, donc il faut quand même aussi pouvoir identifier l'échec de ce véhicule notionnel. Et un élément qui est pas suffisamment véhiculé, c'est la complexité du système dans lequel on est, dans lequel on est immergé, duquel on est directement tributaire. Système complexe avec l'ensemble des boucles de rétroaction, effets domino, etc., qui génère la possibilité de rupture brusque et irréversible, voilà, sans retour en arrière possible. Et donc du coup, bon, un des problèmes en tout cas du développement durable quand même, c'est ce paradigme linéaire sur lequel s'encastre le mythe de la croissance. Et ça, il nous revient aussi intellectuellement d'identifier la façon dont c'est mythique, en fait, cette question de la croissance. Et c'est un mythe qui est vraiment dangereux, parce qu'il nous rapproche toujours plus de nous scratcher contre un mur, quoi. Et le véhicule notionnel de développement durable, alors pris avec les 17 objectifs, etc. de l'ONU, il est assez intéressant par ce bout-là, il est pas mal quand même. Voilà. Voilà. Mais si on prend juste le petit schéma avec les 3 cercles qui se croisent, etc., là, économique, social et machin,
sans à aucun moment mentionner la question des limites, en fait. Voilà, c'est mythique et faux, en fait, tout simplement. On a une autre question ici. Oui. Bonjour, Thomas Delage de l'Office français de la biodiversité. Alors, vous avez fait référence au rapport du GIEC. Nous, évidemment, on regarde ces rapports-là à l'OFB, mais on regarde aussi et surtout les rapports de l'IPBES, qui évalue de la même manière la biodiversité et les écosystèmes et les services qu'ils rendent. Et dans le rapport pour décideurs de 2019, il est fait mention des changements transformateurs. Donc changements en profondeur, de paradigme, etc., etc. Enfin, vous connaissez la définition, j'en suis sûr, de ces changements transformateurs. Et je voudrais... Alors, je ne sais pas à qui j'adresse la question, mais je voudrais que vous puissiez nous dire dans quelle mesure les changements transformateurs sont à l'œuvre dans le monde éducatif, parce que, comme vous l'avez dit les uns et les autres, c'est l'école ou l'éducation est un des maillons forts pour opérer un changement de société. Je me permets de répondre. Je dirais que nous avons voulu prendre la question de la classe dehors comme étant justement un symptôme de cette communauté éducative qui bouge face à une question, qui enfin dit, voilà, nous sommes responsables face aux jeunes. Il y a une grande tradition dans le monde éducatif d'expérimenter. Corinne l'a dit, Freinet, Montessori, Whitman, des tablettes d'Hammurabi jusqu'ici n'ont fait que tester. Est-ce que l'école est une caisse de résonance de la société? C'est une question qu'on s'est posée beaucoup. À un moment où le numérique était le plus à la mode, où l'école devait se numériser, on devait mettre des tablettes partout, etc. Et c'est cette négociation permanente, et j'espère que ce que Monique et Corinne ont montré, que c'est difficile l'école. Il y a une négociation permanente pour imposer, apporter des idées fortes, mais en vrai, ça se fait par des petits gestes. L'école n'est pas immobile, l'école n'est pas fixe, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas non plus une caisse de résonance, parce qu'il y a des inerties dues au fait qu'il y a des cadres réglementaires, et heureusement, et qu'il y a des jeunes qui auront toujours 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et que ça ne changera pas, et qu'il y aura toujours des manières d'apporter des connaissances et des savoirs et des méthodes à un âge ou à un autre. En revanche, pour les questions de transformation profonde de la société, est-ce que l'école change lorsqu'il y a une contrainte sociale? L'école n'est pas une caisse de résonance, mais elle ne fait que refléter plus ou moins bien la société dans laquelle elle est insérée. Aujourd'hui, il y a une contrainte de situation qui sont les changements du système Terre. Et donc là, et c'est là où je rejoins complètement Étienne, et c'est là où on est vraiment dans cette relation des petits aventuriers avec la Grande Ligue, c'est que l'école toute seule ne peut pas. C'est impossible. Il y a des temps lents et longs, incompressible des apprentissages. Et en revanche, l'élève n'est pas qu'un élève, il est aussi un enfant et un adolescent et investit d'autres espaces et d'autres temps et d'autres acteurs. Et c'est dans une complémentarité, il faut investir tous les temps, tous les éducateurs. C'est pas que l'école, c'est impossible si on fait que le pari de l'école. 2030, c'est demain pour l'école. Moi, je donne toujours cet exemple. Un enfant là qui va rentrer en maternelle là, en septembre 2023, il a 3 ans. Il va finir sa scolarité, elle est plus ou moins à l'horizon 2040. Voilà. Et je me tais. Donc je laisse à Étienne. Je vais être obligé de partir, c'est pour ça que je me permets de toute façon, on va clore parce qu'on est en train de cuire littéralement sous le soleil. Oui. En ce qui me concerne, en tout cas. Non, ce que je veux dire, c'est... moi, je suis pour la pédagogie explicite. C'est-à-dire que je suis tout à fait pour, en pensant qu'il faut, avec les effets de levier, etc., mais il faut que ça fasse référence à une réflexion plus globale. Et au niveau de la Ligue, moi je pense, et nos discussions en témoignent, que la question de l'éducation à et en anthropocène est ce qui aujourd'hui est à même de le mieux susciter la réflexion critique sur ces affaires-là et nous aider à progresser dans le champ de l'éducation. Donc moi je suis plutôt, et la discussion d'aujourd'hui me conforte dans cet état d'esprit, c'est que je pense qu'il faut qu'on travaille autour de cette notion, parce qu'elle est extrêmement productive pour pouvoir asseoir et asseoir les soubassements de ces actes au quotidien qui sont absolument indispensable. Mais il faut qu'il y ait ce va-et-vient entre les deux. Moi, je veux bien dire un truc là-dessus, c'est que certainement, il se passe tout un tas de choses, et ça, c'est fabuleux. Il y a des endroits de blocage qui sont considérables, et il faut aussi les nommer. Et quand on travaille comme éducateur, on est toujours, notre action, elle est toujours rapportée à un contexte. Aujourd'hui, en lien avec la question du contexte bioclimatique, on a quand même eu affaire ces derniers mois à un ministre de l'Intérieur qui a requalifié l'exercice d'une citoyenneté en terrorisme. Ça, c'est
moi, donc, je suis enseignant, voilà, je travaille avec des étudiants. Et quand ils me disent en classe, en cours, en amphi, « Ah monsieur, insurrection, révolution, est-ce qu'il ne faudrait pas tout faire péter ?» Ma fonction, c'est de faire front face à cette violence. Donc c'est de fait à aucun moment d'attiser ce qu'il ne faudrait pas tout faire. Non, il ne faut pas tout faire péter. Non, bien sûr que non. La violence entraînera la violence, etc. Et les moyens, la fin, enfin les moyens déterminant la fin, à un moment donné, je ne pense pas qu'un monde non violent, etc. puisse advenir si à un moment donné on commence à rentrer dans cette démarche-là. Par contre, pour aller jusqu'au bout de ma mission d'éducateur, de faire front face à la violence, de fait, j'ai besoin d'un espace structurel, sociopolitique, qui soit incarné aussi par nos dirigeants avec justesse. Et ça, c'est pas juste de requalifier l'exercice d'une citoyenneté au regard des problématiques et de la façon dont la vie humaine en société est fragilisée, et de requalifier cette citoyenneté en terrorisme. De fait, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, voilà. Alors je vous remercie.